La salle à manger paraissait différente sans la présence de Noël. La table en acajou, qui avait accueilli d'innombrables dîners de famille, semblait désormais trop grande, trop vide, malgré notre présence à trois. Je jetais sans cesse des coups d'œil à sa chaise vide, m'attendant à le voir là, avec son doux sourire et sa présence apaisante. Cela faisait exactement une semaine que nous avions enterré mon mari, après 32 ans de mariage. Une semaine que je m'étais tenu à ses côtés, avec l'impression qu'une moitié de mon âme avait été arrachée. Le chagrin pesait encore lourdement sur ma poitrine, rendant chaque respiration difficile. « Passe-moi les pommes de terre », dit Myrtle Romy d'une voix si aiguë qu'elle pouvait couper du verre. Ma belle-fille n'avait jamais utilisé un ton chaleureux avec moi, mais ce soir, il y avait quelque chose de différent, de plus froid. J'ai tendu la main vers le saladier, les mains encore légèrement tremblantes. Les funérailles m'avaient épuisé plus que prévu. À 71 ans, je pensais m'être préparé à ce jour. Mais rien n'aurait pu me préparer à la douleur sourde qui me poursuivait désormais partout. Wade, mon fils de 43 ans, était assis entre nous, tel un arbitre qui aurait déjà choisi son camp. Il m'avait à peine regardé de la soirée, toute son attention étant concentrée sur sa femme depuis 15 ans. Le fils qui se blottissait sur mes genoux quand il faisait des cauchemars ne pouvait même plus me regarder dans les yeux. La cérémonie était magnifique, n'est-ce pas, ai-je proposé, essayant de combler le silence gênant. Ton père aurait adoré voir autant de monde. Romy posa sa fourchette avec une précision délibérée. Oui, eh bien, c'est justement de ça qu'il faut qu'on parle, dit-elle. Quelque chose dans son ton me serra l'estomac. J'ai regardé Wade et elle, cherchant le moindre signe de chaleur qui aurait dû exister entre des membres d'une famille qui venait de partager une perte. Au lieu de cela, j'ai trouvé une froideur calculatrice dans le regard de Romy et une timidité maladroite dans celui de mon fils. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, même si une partie de moi redoutait déjà la réponse. Romy se redressa sur sa chaise, adoptant la posture qu'elle adoptait pour poser des ultimatums. Je l'avais déjà vue, généralement lorsqu'elle expliquait pourquoi Wade ne pouvait pas me rendre visite aussi souvent ou pourquoi les traditions familiales devaient changer pour s'adapter à ses préférences. Maintenant que Noël est parti, cette maison va devenir trop lourde pour toi toute seule. Wade et moi pensons qu'il serait préférable que tu déménages dans un endroit plus adapté. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ému. C'est chez moi. Noël et moi avons construit notre vie ici. Nous. Ai-je commencé? C'est justement le problème, poursuivit Romy, son masque de gentillesse s'effaçant légèrement. Tu ne rajeunis pas, et entretenir une maison de cette taille coûte cher. Je la fixai du regard. Cette femme qui m'avait systématiquement écarté de la vie de mon fils pendant 15 ans, qui avait convaincu Wade que les dîners du dimanche avec sa mère étaient trop stressants et que les visites pendant les fêtes devaient être réparties entre les familles, ce qui, d'une certaine manière, signifiait toujours plus de temps avec ses proches. Que suggérez-vous exactement, demandai-je, même si je sentais la réponse se glacer dans mon estomac. Nous pensons que tu devrais te renseigner sur une de ces jolies résidences pour seniors, a dit Romy, d'un ton qui laissait entendre qu'elle me rendait un immense service. Un endroit avec des activités et des gens de ton âge. Ce serait tellement mieux pour toi que de te retrouver dans cette grande maison vide. Je me tournai vers Wade, espérant désespérément voir un signe de désaccord. Wade, tu crois vraiment que je devrais vendre la maison où tu as grandi? Où ton père et moi? Ma voix se brisa légèrement. C'est logique, maman, m'interrompit-il, sans me regarder dans les yeux. Et franchement, Romy et moi aurions bien besoin de cet espace. On parle d'agrandir notre famille, et cette maison a tellement de potentiel. Le sens de ces mots m'a submergé comme une vague de froid. Il ne voulait pas seulement me voir partir, il voulait ma maison, celle que j'avais restaurée avec amour, pièce par pièce, pendant 30 ans. Maintenant que le chagrin est passé, vis ton chagrin, fais tes valises et ne reviens jamais, la voix de Romy perdit soudain toute civilité. De toute façon, cette maison n'a jamais vraiment été à toi. Wade leva alors les yeux, et pendant un instant, je vis une lueur dans ses yeux, de l'incertitude, peut-être même de la culpabilité. Puis il sourit et hocha la tête. Elle a raison, maman. Cette maison était à papa, et maintenant elle est à moi. Tu vivais ici, c'est tout. J'ai senti mon monde basculer. Juste vivre ici, comme si 32 ans de mariage, passés à construire une vie et à élever une famille, n'avaient abouti qu'à une garde prolongée de maison. Je vois, dis-je doucement, d'une voix plus assurée que je ne le pensais. Au fond de moi, quelque chose se brisait, pas seulement mon cœur,
mais ma compréhension de qui était mon fils, de qui était ma famille. Je me suis levé lentement, les jambes tremblantes. J'aurai besoin de temps pour 2 semaines, m'interrompit Romy. Ça devrait me laisser largement le temps de trouver un logement convenable et de faire appel à des déménageurs. 2 semaines? Pas 2 mois, même pas un délai raisonnable pour faire son deuil et planifier. 2 semaines pour démanteler toute une vie. Wade m'a finalement regardé droit dans les yeux, et ce que j'y ai vu était pire que la colère ou la haine. C'était de l'indifférence. Une indifférence totale et désinvolte à ma douleur. C'est mieux ainsi, maman, dit-il, comme s'il cherchait à se convaincre autant qu'à moi. Tu verras. Je montai à l'étage jusqu'à la chambre que je partageais avec Noël, chaque pas me donnant l'impression d'escalader une montagne. La pièce sentait encore son eau de Cologne, et ses lunettes de lecture étaient sur la table de nuit, là où il les avait laissées la veille de sa crise cardiaque. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé mon reflet dans le miroir de la commode. La femme qui me regardait semblait plus âgée. Elle avait plus de 71 ans, ses cheveux argentés étaient ternis et ses yeux bleus ternis par le choc et le chagrin. Dans 2 semaines, je devrais quitter cette pièce où j'avais dit au revoir à Noël 7 jours plus tôt. Je devrais emballer 32 ans de mariage dans des cartons et tout abandonner à un fils qui venait de me dire que, de toute façon, je n'avais jamais vraiment été à ma place ici. Mais, tandis que j'étais assis là, dans l'obscurité grandissante, quelque chose d'autre a commencé à s'éveiller sous le chagrin et le choc, une petite et solide dose de détermination. Noël avait toujours été celui qui gérait nos finances, mais il m'a appris à être minutieux, à prêter attention aux détails. Demain, je commencerai à prendre mes dispositions. J'appellerai la banque et commencerai à déterminer précisément mes droits. Car si Wade et Romy pensaient pouvoir m'effacer de cette famille sans conséquence, ils risquaient d'avoir une surprise. La première chose à faire était de comprendre exactement ce que Noël avait laissé derrière lui, et à qui. Le soleil matinal perçait un autre air à travers les fenêtres de la cuisine tandis que j'étais assis seul à la table du petit déjeuner, savourant ma 2e tasse de café. 10 jours s'étaient écoulés depuis ce dîner affreux, et la maison semblait retenir son souffle, attendant mon départ. Wade et Romy étaient déjà passés 2 fois pour évaluer l'espace, mesurer les pièces et discuter des rénovations comme si j'étais invisible. La veille, j'avais surpris Romy au téléphone avec un entrepreneur, fixant des devis pour le départ de la vieille dame. J'avais passé ces 10 jours dans une étrange bulle d'engourdissement, triant machinalement mes affaires et essayant d'ignorer la boule d'anxiété qui me prenait l'estomac. Mais ce matin, je me sentais enfin prête à affronter les questions pratiques que Noël aurait voulu que je règle. Le trajet jusqu'à la First National Bank a duré 15 minutes, à travers les rues familières de notre quartier. Je faisais ce même trajet depuis plus de 20 ans, généralement avec Noël sur le siège passager pour gérer nos opérations bancaires pendant que j'attendais dans la voiture. Il avait toujours protégé nos finances, non pas par manque de confiance en moi, mais parce qu'il disait que c'était un souci de moins pour moi. Maintenant, je regrettais de ne pas y avoir prêté plus attention. Madame Patterson, la directrice de la banque, m'a accueilli avec la compassion réservée aux veuves récentes. Madame Henderson, j'ai été vraiment désolé d'apprendre le décès de Noël. C'était un vrai gentleman, toujours à me demander des nouvelles de mes petits-enfants. Merci, Hélène. Il a aussi parlé de toi avec affection. Je m'installai sur la chaise en face de son bureau, mon sac serré sur mes genoux. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. Noël a tout géré, et je crains d'être un peu perdu. L'expression d'Hélène s'adoucit, pleine de compréhension. Bien sûr. Je vais consulter vos comptes. Elle se tourna vers son ordinateur, ses doigts claquant sur le clavier. Au bout d'un moment, ses sourcils se haussèrent légèrement. Oh là là, il y a un problème? Mon cœur a bondi. Wade et Romy avaient-ils déjà eu accès à nos comptes? Pas tout à fait faux. C'est juste qu'il y a pas mal de comptes ici, plus que je ne m'y attendais. La voix d'Hélène exprimait une pointe de surprise. Je vais commencer par le compte courant commun que vous et Noël utilisiez pour vos dépenses du ménage. Elle imprima un relevé et le glissa sur le bureau. Le solde était modeste, mais suffisant pour couvrir mes dépenses pendant plusieurs mois si j'étais prudente. Un soulagement m'envahit. Au moins, je ne serais pas sans ressources. Madame Henderson, il y a aussi un compte épargne à vos 2 noms. Une autre feuille apparut. Ce solde était nettement plus important, suffisant pour me permettre de vivre pendant des années si nécessaire. C'est merveilleux, dis-je, sentant une partie de la tension me quitter. Noël a toujours fait attention à ses économies.
Oui, il était très méthodique, acquiesça Hélène, tout en fronçant les sourcils devant son écran. Je vois plusieurs autres comptes ici que je dois vérifier. Certains semblent être à votre nom uniquement. Mon nom seulement, répétai-je, perplexe. Ça ne me semble pas juste. Noël gérait toutes nos finances. Les doigts d'Hélène effleurèrent à nouveau le clavier. D'après nos archives, il y a 4 comptes supplémentaires, 2 CD, un compte de marché monétaire et, fait intéressant, un compte en fiducie ouvert il y a 5 ans. J'ai commencé à avoir le vertige. Je ne comprends pas. Noël ne m'en a jamais parlé. Puis-je vous demander, dit doucement Hélène, votre mari a-t-il déjà exprimé des inquiétudes concernant votre situation familiale? Il arrive que les clients établissent des comptes séparés pour se protéger. La question m'a pris au dépourvu. Une protection contre quoi? Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire. Hélène hésita, choisissant visiblement ses mots avec soin. Parfois, lorsque les clients ont une dynamique familiale complexe ou par exemple des inquiétudes concernant des litiges successoraux ou des pressions extérieures, ils prennent des mesures pour assurer la sécurité financière de leur conjoint. J'ai pensé au comportement de Noël au cours des dernières années, comment il avait commencé à poser des questions pointues sur les habitudes de dépenses de Romy, comment il était devenu silencieux chaque fois que Wade mentionnait leurs difficultés financières, comment il avait insisté pour gérer personnellement toutes nos opérations bancaires, ne permettant jamais à Wade de l'accompagner même lorsque notre fils le proposait. Pouvez-vous me parler de ces autres comptes, demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Hélène imprima plusieurs pages supplémentaires. Le premier CD est renouvelé chaque année depuis 7 ans. Le deuxième a été ouvert il y a 3 ans. Le compte du marché monétaire reçoit des virements automatiques de votre compte courant commun de petits montants, $50 par-ci par-là, mais au fil du temps. Elle me tendit les relevés. Les chiffres défilaient devant mes yeux. Ce ne sont pas des fonds d'urgence modestes, murmurai-je. Ce sont des sommes considérables, assez pour acheter une maison, assez pour vivre confortablement pendant des décennies. Comment est-ce possible? Je n'en suis pas sûr, dit Hélène en sortant un dossier. Vos signatures figurent sur tous les documents. Il semble que Noël vous ait fait signer des documents, vous expliquant probablement qu'il s'agissait de simples mises à jour bancaires ou de formulaires d'assurance. J'ai regardé les papiers qu'elle m'a montrés. Il y avait ma signature, datée et attestée, sur des formulaires dont je ne me souvenais pas avoir signé, mais en regardant les dates, j'ai pu situer certaines d'entre elles, le jour où nous étions venus mettre à jour notre adresse après le changement de numéro de maison, le moment où nous avions changé de type de compte courant. Il ne m'a jamais dit ce que je signais réellement, ai-je murmuré. Ce n'est pas rare, dit Hélène prudemment. Certains conjoints préfèrent gérer les détails pour éviter tout stress ou confusion et légalement, tout est en règle. Ces comptes vous appartiennent légitimement. J'ai essayé de comprendre ce que cela signifiait. Pendant que Wade et Romy mesuraient ma cuisine et planifiaient leur rénovation en me traitant comme un fardeau dont il fallait se débarrasser, j'avais des ressources dont ils ignoraient tout. Il y a encore une chose, dit Hélène, la voix encore plus prudente. Le compte en fiducie dont j'ai parlé, il reçoit des virements d'un compte professionnel depuis 5 ans, le Henderson Construction Trust. Je crois que c'était l'entreprise de votre mari. WDE a déclaré que le produit de la vente suffisait à peine à rembourser les dettes. Hélène a de nouveau consulté son écran. D'après nos archives, le compte professionnel est toujours actif. Il y a eu des dépôts réguliers, puis des virements sur votre compte en fiducie. Madame Henderson, je pense que vous devriez parler au comptable de l'entreprise. Votre situation financière est peut-être plus complexe que vous ne le pensez. Je quittai la banque, hébété, mon sac à main chargé de relevés de comptes et de documents imprimés. Au lieu de rentrer directement chez moi, je me garai sur le parking d'un petit café et m'installai dans ma voiture, lisant tout ce qu'Hélène m'avait donné. Les chiffres ne mentaient pas. D'une manière ou d'une autre, à mon insu, Noël me protégeait systématiquement. Chaque compte, chaque investissement, chaque fonds fiduciaire était structuré de manière à garantir mon indépendance financière. En étudiant les relevés de comptes fiduciaires, une tendance s'est dégagée. Les dépôts correspondaient aux visites de WDE au cours des 5 dernières années, toujours plus importants après que Wade ait demandé de petits prêts à son père ou lorsque Romy avait fait allusion à leurs difficultés financières. Noël avait donné de l'argent à notre fils, mais il en avait gardé une somme égale ou supérieure pour moi, comme s'il savait qu'un jour je devrais peut-être me débrouiller seul. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Wade. Maman, Romy a trouvé un agent immobilier pour mettre la maison en vente. On pourra commencer à la faire visiter la semaine prochaine.
J'espère que tu progresses dans ta recherche d'un logement. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai regardé à nouveau les relevés bancaires sur mes genoux. Wade et Romy étaient si confiants, si certains d'avoir toutes les cartes en main. Ils ignoraient que leur plan minutieux reposait sur des fondations qu'ils ne comprenaient pas. Demain, j'appellerai le comptable. Je découvrirai exactement ce que Noël avait laissé derrière lui. Et puis, je déciderai quoi faire de la certitude que mon mari m'avait suffisamment aimé pour m'assurer que je ne serais jamais à la merci de qui que ce soit. Le chagrin était toujours là, aussi vif et intense que jamais. Mais sous lui, quelque chose d'autre grandissait, une force tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le cabinet comptable de Morrison & Associates se trouvait dans une modeste galerie marchande, entre un pressing et un service de déclaration de revenus. Je n'y étais jamais allé auparavant. Noël avait toujours géré lui-même les réunions d'affaires, prétextant que c'était une paperasse fastidieuse qui ne me donnerait que des maux de tête. Je comprenais maintenant qu'il me protégeait de bien plus que de l'ennui. Margaret Morrison semblait avoir à peu près mon âge, avec ses cheveux gris acier tirés en arrière en un chignon pratique et son regard bienveillant derrière ses lunettes à monture métallique. Elle s'occupait de la comptabilité de Henderson Construction depuis plus de 15 ans, et son expression, lorsque je l'avais appelée hier, était soigneusement neutre. Madame Henderson, dit-elle en désignant une chaise en face de son bureau encombré. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Noël était un homme bien et un homme d'affaires honnête. Nos réunions trimestrielles vont me manquer. Merci. J'aimerais pouvoir dire que je le connais aussi bien en affaires que toi. Je m'installai dans le fauteuil, mes nouveaux relevés bancaires bien rangés dans mon sac à main. J'essaie de comprendre notre situation financière, et la banque a mentionné des revenus commerciaux en cours dont je n'étais pas au courant. Les sourcils de Margaret se haussèrent légèrement. Tu n'étais pas au courant? C'est inhabituel. Noël parlait souvent de toi, et j'ai supposé. Sa voix s'éteignit, semblant reconsidérer ses propos. S'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Mon fils me dit que l'entreprise a été vendue il y a des années et qu'elle a à peine couvert ses dettes. Vendue? Margaret semblait sincèrement perplexe. Madame Henderson Construction n'a pas été vendue. Elle a été restructurée. Elle se tourna vers son ordinateur et ouvrit des dossiers. Il y a 5 ans, Noël a transféré la propriété des actifs de l'entreprise à une fiducie, la Henderson Construction Trust. Vous êtes désigné comme principal bénéficiaire. La pièce semblait légèrement penchée. Je suis le propriétaire de l'entreprise de construction? Eh bien, la fiducie en est propriétaire, et vous aussi. Elle a plutôt bien fonctionné, en fait. Votre mari a été très prudent quant au contrat qu'il a accepté après la restructuration, des petits projets, des clients fiables, des revenus stables, plutôt que le cycle d'expansion et de récession des grands projets commerciaux. Elle a imprimé plusieurs pages et me les a remises. Voici les comptes de résultats des 5 dernières années. Comme vous pouvez le constater, l'entreprise génère un chiffre d'affaires régulier. Je fixais les chiffres, les mains légèrement tremblantes. Les bénéfices annuels étaient substantiels, largement suffisants pour expliquer les dépôts réguliers que je voyais sur les relevés de compte en fiducie. Mais Noël a pris sa retraite, dis-je faiblement. Il ne travaillait plus. Il s'est retiré des opérations quotidiennes, certes, mais il a conservé la supervision et pris les décisions stratégiques les plus importantes. Les travaux de construction ont été dirigés par Tom Bradley. Je crois que vous le connaissez. J'ai hoché la tête. Tom avait travaillé pour Noël pendant plus de 20 ans, commençant comme jeune apprenti et gravissant les échelons jusqu'à devenir contremaître. Il avait assisté aux funérailles, l'une des rares personnes présentes à paraître véritablement accablée par le chagrin. Tom dirige l'entreprise depuis 5 ans, poursuit Margaret. Noël a structuré le système de manière à ce que Tom reçoive un pourcentage des bénéfices sous forme de primes de performance, ce qui lui a permis de rester motivé et fidèle. C'est un arrangement très fructueux. Pourquoi Noël ne m'a rien dit de tout ça? La question était à peine chuchotée. Margaret hésita, visiblement mal à l'aise. Madame Henderson, ce n'est peut-être pas à moi de le dire, mais Noël s'inquiétait des pressions familiales. Il a mentionné que votre fils avait des difficultés financières et que sa femme avait des goûts de luxe. Noël craignait que si la famille apprenait que l'entreprise continuait de générer des revenus, des attentes et des exigences pourraient compromettre votre sécurité future. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté dévastatrice. Chaque fois que Wade avait demandé un prêt à son père,
Chaque fois que Romy avait commenté notre aisance apparente, Noël avait calculé comment aider notre fils sans sacrifier mon indépendance future. Il me protégeait, dis-je, les mots lourds de réalisation. Il vous protégeait tous les deux de différentes manières, dit Margaret doucement. Les prêts qu'il a accordés à Wade au fil des ans étaient importants, mais ils provenaient du compte d'exploitation de l'entreprise, et non de vos biens personnels, et il prenait grand soin de tout documenter correctement. Elle sortit un autre dossier. Voici les copies de tous les contrats de prêt entre l'entreprise et votre fils. Noël a insisté pour qu'ils soient traités comme des transactions commerciales officielles, avec échéancier de paiement et taux d'intérêt. J'ai ouvert le dossier d'une main tremblante. Page après page, les documents de prêt étaient signés par Noël et Wade. Les sommes étaient faramineuses, des dizaines de milliers de dollars sur les 5 dernières années, censés servir aux diverses activités et investissements de WDE. Wade a-t-il honoré ses remboursements, demandai-je, même si je me doutais déjà de la réponse. L'expression de Margaret devint inconfortable. L'échéancier de paiement présente d'importants retards. Le mois dernier, le solde impayé, intérêts cumulés compris, s'élevait à environ 87 000 dollars. Ce chiffre m'a frappé comme un coup de massue. Wade devait près de 90 000 dollars à l'entreprise familiale la mienne, tout en affirmant que son père n'avait laissé que des dettes. Que advient-il de ces obligations de prêt maintenant, ai-je demandé. Ils sont transférés avec les actifs de l'entreprise. En tant que nouveau propriétaire de la fiducie, vous avez le droit légal d'exiger le paiement ou d'en restructurer les conditions comme bon vous semble. J'ai pensé à Wade et Romy en train de mesurer ma cuisine, de planifier leur rénovation, de discuter du moment où ils pourraient commencer à faire visiter la maison. Ils étaient si confiants, si certains de mériter tout ce que Noël avait construit. Il y a encore une chose que vous devez savoir, dit Margaret d'une voix encore plus prudente. Le mois dernier, votre fils m'a contacté directement. Il m'a dit qu'après le décès de son père, il prendrait la direction de l'entreprise. Il m'a demandé de préparer les documents de transfert de propriété, et je lui ai dit que j'aurais besoin d'une autorisation écrite du bénéficiaire de la fiducie de votre part. Il a semblé surpris que vous soyez impliqué dans la structure de l'entreprise. Wade avait donc prévu de réclamer l'entreprise et la maison, pensant que j'étais trop accablé de chagrin et naïf pour comprendre ce qui se passait. La trahison m'a blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. Margaret, j'ai une question confidentielle à te poser, dis-je. Si je souhaitais conserver la structure actuelle de l'entreprise, avec Tom à la tête des opérations, serait-ce envisageable? Tout à fait. Tom espérait avoir de vos nouvelles. En fait, il s'inquiète pour l'avenir de l'entreprise et pour sa propre sécurité d'emploi. Si vous êtes prêt à maintenir le statu quo, je pense que vous le trouverez très fiable et reconnaissant de pouvoir continuer. J'ai rassemblé tous les papiers, l'esprit troublé par les implications de ce que j'avais appris. L'affaire m'appartenait. La dette considérable que Wade avait accumulée était réelle et juridiquement exécutoire et ni lui ni Romy ne se doutaient que leur plan reposait sur des mensonges et des suppositions. J'aimerais prendre rendez-vous avec Tom dès que possible, ai-je dit. Et je veux comprendre toutes les options qui s'offrent à moi concernant mes prêts en cours. Bien sûr. Dois-je appeler Tom cet après-midi? Oui, s'il vous plaît. Et Margaret, j'apprécierais que cette conversation reste confidentielle pour le moment. Absolument. La confidentialité des données clients est primordiale dans ce secteur. Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a vibré avec un autre SMS de Romy. Myrtle, l'agent immobilier veut prendre rendez-vous avec un photographe demain. Assurez-vous que la maison soit propre et rangée. La première impression compte pour les acheteurs potentiels. J'ai regardé le message un long moment avant de ranger mon téléphone sans répondre. Qu'ils planifient leur séance photo. Qu'ils imaginent leur avenir dans ma maison, dépensant l'argent qu'ils pensaient avoir hérité. Ils ne se doutaient pas que les fondations sur lesquelles ils bâtissaient leur rêve allaient s'effondrer sous leurs pieds. Ce soir-là, je me suis retrouvé assise dans le bureau de Noël pour la première fois depuis sa mort, entouré de ses dossiers soigneusement classés. Je comprenais alors pourquoi il avait été si méticuleux dans la tenue de ses dossiers, pourquoi il avait insisté pour que chaque transaction soit dûment documentée. Il avait construit une forteresse autour de moi, brique par brique, transaction après transaction. Et demain, je commencerai à constater la solidité de ces murs. Le lendemain matin, assis dans ma cuisine, Tom Bradley serrait sa tasse de café dans ses mains burinées. À 55 ans, il avait encore les épaules larges et les paumes calleuses d'un homme qui avait passé sa vie à construire, mais son regard exprimait une lassitude que je n'avais jamais vue auparavant. Madame Henderson,
je dois être honnête avec vous, dit-il d'une voix rauque. Je suis mort d'inquiétude depuis le décès de Monsieur Nul. WDE est venu sur le chantier la semaine dernière pour parler d'évaluation des actifs et de rationalisation des opérations. Ça ne semblait pas bon pour des gens comme moi. Je me suis servi une autre tasse de café, suivant ma routine habituelle pour me calmer. Tom, qu'est-ce que mon fils t'a dit exactement? Il m'a expliqué que la famille traversait des difficultés financières et que des décisions difficiles allaient devoir être prises concernant l'entreprise. Il voulait que je lui fournisse une liste complète de nos contrats en cours, de nos équipements et de nos prévisions de trésorerie. La mâchoire de Tom se serra. Il a aussi demandé les clés du dépôt de matériel et du bureau. Et que lui as-tu dit? Il faudrait que je parle à la personne qui était aux commandes. Monsieur Noël m'a toujours dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais attendre les instructions du propriétaire légal. Tom a croisé mon regard. Il n'a jamais dit qu'il serait pesé. Un soulagement m'envahit. Noël s'était préparé à ce scénario, s'assurant que Tom serait le gardien de l'entreprise plutôt que de la confier à quiconque prétendant en avoir l'autorité. Tom, j'ai quelque chose à te dire, dis-je, mais j'ai besoin de ta parole pour que cette conversation reste entre nous pour l'instant. Son expression devint sérieuse. Vous l'avez, madame. J'ai étalé les documents que Margaret m'avait remis la veille. Je suis propriétaire de Henderson Construction. Pas de Wade, ni de la succession, mais de moi. Noël a tout transféré dans une fiducie il y a 5 ans, et j'en suis le bénéficiaire. Les yeux de Tom s'écarquillèrent tandis qu'il examinait les papiers. Eh bien, je suis damné. Pardonnez mon langage, madame, mais Monsieur Noël avait toujours 3 coups d'avance. C'est vrai, ai-je acquiescé. Et d'après ces documents, l'entreprise a été très rentable sous votre direction. Une lueur de fierté traversa le visage de Tom. Nous avons bâti une bonne réputation, Madame Henderson, des clients fidèles, un travail de qualité, des prix justes. Monsieur Noël m'a appris que les clients fidèles valent mieux qu'un seul gros coup. Je veux que tu continues comme avant, ai-je dit. Mais il faut que je comprenne quelque chose. Wade a été loin d'être honnête sur la situation financière de la famille. Pouvez-vous me parler de vos échanges avec lui concernant des questions professionnelles? Le visage de Tom s'assombrit. Il y en a eu plusieurs au fil des ans. Il venait quand Monsieur Noël n'était pas là, s'enquérant de la trésorerie, souhaitant connaître les prochains paiements des clients. À quelques reprises, il a suggéré que l'entreprise pourrait l'aider en lui fournissant un financement temporaire pour des opportunités d'investissement. Et que lui as-tu dit? Qu'il avait besoin de parler à son père. Je ne suis pas stupide, Madame Henderson. Je voyais bien ce qui se passait. La voix de Tom se fit plus dure. L'année dernière, il s'est présenté à la banque le jour même où nous avons effectué un versement important pour le projet de construction de bureau Morrison. C'est juste une coïncidence, dit-il, mais il était très intéressé à parler au caissier au sujet du dépôt. Mon estomac se serra. Wade surveillait les revenus de l'entreprise, essayant probablement de faire coïncider ses demandes de prêt avec le maximum de liquidités disponibles. Tom, j'aimerais te demander quelque chose, et j'ai besoin d'une honnêteté totale. Crois-tu que Wade comprenne l'ampleur des sommes d'argent qui transitent par cette entreprise? Tom resta silencieux un long moment, réfléchissant. Je pense qu'il sait que c'est plus que ce que ta famille a laissé entendre, mais je ne pense pas qu'il en connaisse toute l'ampleur. Monsieur Null prenait grand soin de séparer ses finances professionnelles et personnelles, du moins sur le papier. Que veux-tu dire? Eh bien, votre mari a été malin. Quand Wade demandait de l'aide, Monsieur Null lui disait que l'entreprise était en difficulté et que les marges étaient serrées. Mais il trouvait quand même un moyen de l'aider, généralement sous forme d'un prêt sur le compte de l'entreprise plutôt que sur ses fonds personnels. Tom sortit son petit carnet, usé par des années d'utilisation. Je note tout, Madame Henderson. C'est une habitude que Monsieur Null m'a inculquée. D'après mes archives, Wade a reçu des paiements totalisant environ 93 000 $ au cours des 5 dernières années. Le chiffre était encore plus élevé que ce que Margaret m'avait montré. Des paiements, pas des prêts. C'est ce que je veux dire quand je dis que Monsieur Null était intelligent. Il les structurait comme des prêts sur papier, avec des échéanciers et tout. Mais il n'appliquait jamais les conditions de paiement. Wade manquait un paiement, et Monsieur Null laissait filer. Alors Wade pense qu'il ne doit rien. WDE fait comme s'il ne devait rien. Tom se corrigea. Qu'il y croit vraiment ou qu'il fasse semblant, je ne peux pas le dire. Comme interpellé par notre conversation,
j'ai entendu une portière claquer dans l'allée. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai aperçu le Honda Pilot de WDE garé derrière le camion de travail de Tom. « C'est mon fils », dis-je doucement. « Je ne veux pas qu'il sache que nous avons parlé affaires. » Tom hocha la tête et rassembla rapidement les papiers que je lui avais montrés. « Madame Henderson, quoi que vous décidiez de faire, vous avez tout mon soutien. Monsieur Noël était un homme bien, et il vous faisait suffisamment confiance pour tout mettre à votre nom. Cela me suffit. » Wade est entré sans frapper, ce qui aurait irrité Noël, mais que j'avais appris à accepter au fil des années. « Bonjour, maman, dit-il en jetant à peine un coup d'œil à Tom. Je ne m'attendais pas à recevoir de la compagnie. Tom est passé voir comment j'allais, dis-je doucement. Tu sais comme il est toujours attentionné. D'accord. L'attention de Wade était déjà ailleurs, ses yeux scrutant la cuisine comme s'il l'évaluait pour la revendre. En fait, Tom, je suis content que tu sois là. Il faut qu'on parle de la situation financière. L'expression de Tom devint prudemment neutre. Oh, avec le départ de papa, il va y avoir des changements. La famille doit prendre des décisions pratiques concernant ses biens et ses obligations. J'ai observé cet échange avec fascination. WDE était si sûr de lui, si sûr de son autorité. Il n'avait aucune idée qu'il essayait de s'approprier quelque chose qui ne lui avait jamais appartenu. Quel genre de changement, demanda Tom. Eh bien, nous devrons évaluer s'il est judicieux de poursuivre les opérations ou s'il serait préférable de liquider les actifs et de régler les dettes impayées. Le ton de Wade était décontracté, comme s'il discutait de ce qu'il allait manger ce midi. Je vois. Et qui prend ces décisions? Wade cligna des yeux, visiblement surpris par la question. La famille, bien sûr. Je m'occuperai des affaires de papa à partir de maintenant. Tu veux bien, maintenant? La voix de Tom était soigneusement neutre, mais j'ai perçu la légère insistance sur toi. Maman, tu devrais peut-être préparer du café frais, dit WDE, me congédiant comme il le faisait toujours lors de conversations importantes. Tom et moi devons discuter de quelques détails techniques. Mais je n'ai pas bougé. Pour la première fois depuis des années, j'ai tenu bon. Je reste. Merci. C'est ma cuisine et Tom est mon invité. WDE parut surpris, mais haussa les épaules. Bien, Tom. Je vais vous demander de préparer un inventaire complet de tout le matériel, des véhicules et des contrats en cours. J'aurai également besoin d'accéder au compte de l'entreprise pour évaluer la situation financière. Je serai ravi de t'aider, dit Tom prudemment. Avec qui dois-je me coordonner pour obtenir l'autorisation d'accès au compte? Avec moi, évidemment. Et vous avez l'autorisation légale d'accéder au compte de Henderson Construction. Parce que je suis le fils et l'héritier de Noël Henderson. Je vois. Et avez-vous des documents prouvant que vous êtes autorisé à agir au nom de l'entreprise? La cuisine se tut, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge au-dessus de l'évier. Le visage de WDE rougissait, et je le voyais osciller entre irritation et incertitude. Écoute, Tom, je ne pense pas que tu comprennes la situation, dit Wade, sa voix prenant le ton condescendant qu'il employait lorsqu'il se sentait interpellé. Ce n'est pas une OPA hostile. J'essaie de mettre de l'ordre dans les affaires de papa et de m'assurer que tout le monde soit pris en charge, mais je ne peux pas le faire si tu continues à compliquer les choses. Je ne cherche pas à compliquer les choses, répondit Tom d'un ton neutre. J'essaie juste de comprendre de qui je suis censé recevoir des ordres. Ton père était très clair sur les procédures et la documentation. WDE s'est tourné vers moi, s'attendant visiblement à un soutien. Maman, explique à Tom que je m'occupe des affaires de papa maintenant. J'ai regardé mon fils, cet homme qui prévoyait de vendre ma maison à mon insu, qui avait accumulé près de 90 000 $ de dettes tout en prétendant que son père n'avait rien laissé derrière lui, et j'ai fait mon choix. En fait, Wade, je pense que Tom a raison de demander des documents en bonne et due forme, ai-je dit doucement. Ton père a toujours été très prudent sur ce genre de choses. WDE me fixait comme si une deuxième tête m'était apparue. De quoi parles-tu? Je parle de m'assurer que tout soit géré correctement et légalement. Vous comprenez certainement l'importance de cela. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, WDE semblait incertain, et en voyant cette incertitude se glisser sur ses traits, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le pouvoir. L'appel est arrivé à 7 heures du matin, 3 jours après ma confrontation avec Wade dans la cuisine. Je m'y attendais. On ne peut pas remettre en question l'autorité de quelqu'un sans conséquence,
surtout quand cette personne a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. Maman, il faut qu'on parle maintenant. La voix de WDE était tendue par une colère à peine contenue. C'est un peu tôt, tu ne trouves pas? Ça ne peut pas attendre. Nous serons là dans 20 minutes. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. J'ai pris mon temps pour m'habiller, choisissant une robe bleu marine qui, selon Noël, me donnait une allure digne. Si cela devait être une confrontation, j'avais l'intention de l'affronter comme il se doit. Il arrivèrent exactement 20 minutes plus tard, les talons de Romy claquant violemment sur le porche. J'ouvris la porte avant qu'il ne frappe, conservant ainsi le petit avantage d'être l'hôtesse de ma propre maison. Bonjour, dis-je aimablement, comme s'il s'agissait d'une visite de courtoisie. Romy me bouscula pour entrer dans le salon, son sac à main de créateur serré comme une arme. WDE me suivit, le visage sombre. Ils restèrent tous deux debout, se positionnant entre moi et la porte, dans ce que je compris comme une tactique d'intimidation. Maman, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, commença Wade. Tom Bradley m'a appelé hier pour me dire qu'il ne pouvait pas me fournir d'informations commerciales sans autorisation. Que lui as-tu dit? Je m'installai dans le fauteuil préféré de N, celui qui offrait la meilleure vue sur la pièce. Je lui ai dit de suivre les procédures. Ton père s'y attendait. Les procédures sont-elles correctes? La voix de Romy était aiguë. Wade est le fils et l'héritier de Noël. De quelle autre autorisation avons-nous besoin? Une autorisation légale, dis-je calmement. Le genre d'autorisation qui accompagne la propriété. Les yeux de WDE se plissèrent. De quoi parlez-vous? Le testament de papa lègue tout à la famille. Je suis l'exécutif, ce qui signifie que je gère tous les biens jusqu'à la liquidation de la succession. En fait, Wade, ce n'est pas tout à fait exact. J'ai pris le dossier que j'avais posé sur la table basse, celui contenant tous les documents que Margaret Morrison m'avait donnés. WDE et Romy se sont crispés lorsque je l'ai ouvert. Le testament de votre père lègue bien ses biens personnels et cette maison à la famille, ai-je poursuivi, mais Henderson Construction ne fait plus partie de sa succession. Cela fait 5 ans que ce n'est plus le cas. De quoi parlez-vous? Demanda WDE. J'ai sorti les documents de fiducie et les ai déposés sur la table basse entre nous. Henderson Construction appartient au Henderson Construction Trust depuis 2019. J'en suis l'unique bénéficiaire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Romy prit d'abord les documents, ses doigts manucurés tremblants tandis qu'elle parcourait le texte juridique. Wade lui par-dessus son épaule, le visage blême. C'est impossible, murmura Romy. Tu n'y connais rien en affaires. Tu n'as même jamais fait de compte. Tu as raison. Je ne l'ai pas fait. Ton père a tout géré, mais apparemment, il comprenait des choses sur notre situation familiale que j'étais trop naïf pour voir. WDE s'affala sur le canapé comme si ses jambes l'avaient lâché. Mais l'entreprise était en difficulté. Papa disait toujours que les marges étaient serrées, qu'il y avait à peine de quoi faire tourner l'entreprise. L'entreprise est plutôt rentable, en fait. Voici les états financiers des 5 dernières années. Je lui tendis une autre liasse de papier. Observer l'expression de WDE pendant qu'il analysait les chiffres, c'était comme voir quelqu'un se rendre compte qu'il jouait aux échecs pendant que tous les autres jouaient aux dames. Ses profits. La voix de Wade était à peine audible. Où est passé cet argent? Une partie t'est revenue, Wade. Une bonne partie, en fait. J'ai sorti les documents du prêt. 87 000 $ sur 5 ans, pour être précis. Romy attrapa les papiers du prêt, les scrutant frénétiquement. Il est écrit, prêt. Wade, tu m'as dit que c'était des cadeaux. Tu as dit que ton père nous aidait à nous établir. C'était des cadeaux, dit Wade, mais sa voix manquait de conviction. Papa n'a jamais demandé de paiement. Il n'a même jamais mentionné d'échéancier de paiement. En fait, c'est vrai, dis-je doucement. Margaret Morrison a des copies de chaque conversation, de chaque paiement manqué, de chaque fois que votre père a choisi de prolonger les termes de votre prêt plutôt que d'exiger ce que vous deviez. J'ai vu la réalité de leur situation commencer à s'imposer. Wade avait bâti sa vie financière sur l'hypothèse que la générosité de son père se poursuivrait indéfiniment. Il avait probablement emprunté contre toute attente, pris des engagements basés sur l'argent qu'il pensait lui appartenir. Mais ça ne change rien, dit soudain Romy, la voix prenant un ton désespéré. La maison revient toujours à Wade. Ça vaut plus qu'une petite entreprise de construction.
Vraiment, demandai-je doucement. Les yeux de Romy brillaient d'une lueur mi-colère mi-panique. Ne joue pas à ce jeu, Myrtle. Cette maison vaut au moins 400 000 $. Tu as raison. C'est une belle propriété. Bien sûr, il y a la question de l'hypothèque. WDE leva brusquement les yeux. Quel prêt immobilier? Papa disait que la maison était remboursée. C'était vrai, mais il y a 18 mois, ton père a contracté un prêt immobilier. Un prêt assez conséquent, en fait. J'ai sorti le dernier jeu de documents, ce que j'ai découvert hier dans le bureau de Noël, soigneusement classé dans un dossier intitulé « Fonds d'urgence ». Un prêt immobilier de 350 000 $. Le montant a été transféré sur le compte du Henderson Construction Trust, ce qui signifie qu'il fait partie de mon héritage. Le visage de Romy devint blanc. Ce n'est pas possible. On l'aurait su. On aurait dû signer. Votre père était l'unique propriétaire de la maison à l'époque, l'interrompis-je. J'étais inscrite comme conjointe avec droit de survie, mais pas comme copropriétaire. Il n'avait besoin de la signature de personne d'autre. WDE fixait les documents de prêt comme s'ils étaient rédigés dans une langue étrangère. Mais pourquoi ferait-il ça? Pourquoi hypothéquerait-il la maison juste pour déposer de l'argent sur un compte professionnel? Pour la première fois depuis le début de cette conversation, j'ai laissé transparaître mes émotions soigneusement contrôlées. Parce qu'il me protégeait, Wade. Il s'assurait que, quoi qu'il arrive, j'aurais une sécurité financière. De ça, dis-je en désignant la scène devant moi. D'avoir été chassé de chez moi par des membres de ma famille qui me voyaient comme un fardeau plutôt que comme une personne. D'être laissé sans rien alors que chacun réclamait ce qu'il pensait mériter. Romy finit par perdre tout son sang-froid. Tu l'as manipulé. Tu as convaincu un mourant de tout changer. Ton père n'était pas mourant lorsqu'il a créé ses fiducies. Romy, il prévoyait, ai-je continué, et le fait qu'il ait ressenti le besoin de se préparer à ce scénario devrait en dire long sur sa vision de la dynamique familiale. Les mains de WDE tremblaient tandis qu'il posait les papiers. Maman, on peut sûrement trouver une solution. Tu n'as pas vraiment envie de gérer une entreprise de construction et la maison. Cette maison est notre maison familiale. Elle doit rester dans la famille. Ça reste dans la famille, Wade. Ça reste avec moi. Mais les mensualités, dit Romy d'un ton désespéré. Comment vas-tu faire pour les payer? Comme ton père l'avait prévu, avec les revenus de Henderson Construction. Tom Bradley m'assure que l'entreprise est assez stable, et Margaret Morrison affirme que la trésorerie couvrira largement les remboursements du prêt, avec un surplus pour mes frais de subsistance. Je me suis levé et j'ai lissé ma robe. Je crois que tu as parlé de déménager. Je pense que c'est toujours une excellente idée. Pas pour moi, bien sûr, mais je suis sûr que tu trouveras un endroit agréable pour prendre un nouveau départ. WDE m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Maman, tu n'es pas sérieuse. Après tout ce que papa a fait pour toi, tout ce que notre famille signifie. Ton père a tout fait pour moi, l'interrompis-je. Il m'aimait suffisamment pour s'assurer que je ne serais jamais à la merci de qui que ce soit, y compris de mes propres fils. Et maintenant, je comprends à quel point j'avais besoin de cette protection. Romy était déjà à la porte, le visage déformé par la rage et l'incrédulité. Ce n'est pas fini, Myrtle. On va se battre. On va tout contester. Vous pouvez essayer, dis-je calmement. Mais sachez que tout ce que votre père a fait était parfaitement légal et dûment documenté. Margaret Morrison est très minutieuse et elle a déjà fourni des copies de tous les documents pertinents à mon avocat. Wade s'arrêta à la porte, l'air confus et blessé. Je ne comprends pas, maman. Pourquoi nous fais-tu ça? Je ne te fais rien, Wade. Je refuse simplement que tu me fasses ça. Après leur départ, je me suis retrouvé seul dans le calme soudain de ma maison et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Pour la première fois depuis ma jeunesse, j'étais totalement indépendante financièrement. Je ne devais rien à personne et personne ne pouvait me prendre ce que j'avais. Noël m'avait donné plus que de l'argent, il m'avait donné la liberté. 6 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse de mon nouveau cottage en bord de mer, regardant le soleil matinal peindre des traînées dorées sur le Pacifique. Le bruit des vagues sur les rochers en contrebas était devenu ma symphonie quotidienne, remplaçant les craquements et les bruits de tassement familiers de la vieille maison. Le cottage de Mendocino était plus petit que la maison familiale, mais il m'appartenait entièrement. Chaque meuble,
chaque choix décoratif, chaque pièce reflétait mes goûts plutôt que les compromis de 32 ans de mariage. J'ai découvert, à ma grande surprise, que j'avais bon goût, même si personne d'autre ne donnait son avis. Henderson Construction a continué de prospérer sous la direction de Tom Bradley. Il m'appelait tous les vendredis après-midi pour me tenir au courant des projets en cours et des contrats à venir, et les bénéfices trimestriels étaient versés directement sur mon compte. J'avais tenu ma promesse de maintenir l'entreprise exactement comme Noël l'avait structurée, et tous les acteurs semblaient plus satisfaits de cette stabilité. Le cotage avait été une découverte inattendue. En recherchant des propriétés sur la côte californienne, j'avais appris que Noël l'avait acheté 3 ans auparavant grâce à la fiducie de construction. Margaret Morrison avait trouvé l'acte de propriété en organisant les actifs de l'entreprise, ainsi qu'une note manuscrite de Noël, pour la retraite de Myrtle, quand elle sera prête à prendre l'air et à n'avoir que ses propres horaires. Même mort, mon mari continuait de prendre soin de moi. Ce matin-là était spécial, cependant. Mon avocat venait régler la dernière affaire de mon ancienne vie. Wade et Romy avaient effectivement tenté de contester les accords de fiducie, en engageant un avocat onéreux, spécialisé dans le droit des personnes âgées et les affaires d'exploitation financière. Ça ne s'était pas bien passé pour eux. L'enquête a révélé que non seulement tous les arrangements financiers de Noël étaient parfaitement légaux et exécutés en bonne et due forme, mais que la dette de WDE envers l'entreprise était en réalité plus importante que ce qui avait été initialement calculé. Les intérêts et les pénalités portaient le total à un peu plus de 96 000 $. La sonnette retentit à 10 heures précises. James Patterson, sans lien de parenté avec Hélène de la banque, était un homme précis qui considérait la ponctualité comme un signe de caractère. Il me représentait depuis le début de cette épreuve, et son calme et sa compétence s'étaient révélés précieux dans les moments les plus stressants. « Bonjour, Myrtle », dit-il en s'installant confortablement près de la fenêtre, son siège habituel lors de nos réunions. « J'ai l'accord final à vous soumettre. Je me suis servi du café dans la cafetière à piston que j'avais appris à utiliser ou une autre petite liberté dans ma nouvelle vie et je me suis assis en face de lui. Comment ont-ils pris les conditions finales ? L'expression de James laissait entrevoir un amusement contenu. Comme on pouvait s'y attendre. L'avocat de WDE a passé beaucoup de temps à argumenter que les obligations familiales devraient primer sur les contrats commerciaux, mais au final, la loi est très claire sur les obligations liées aux dettes. Il me tendit les documents de transaction. Après 6 mois de négociations juridiques, Wade et Romy avaient accepté des conditions reconnaissant l'intégralité de la dette et établi un plan de remboursement qui leur prendrait 8 ans à honorer, à condition de ne jamais manquer un seul paiement. Ils avaient tenté une fois de plus de négocier une clause de remise de dette familiale. Wade a craqué lors de la dernière rencontre, affirmant que je détruisais ma relation avec mon fils unique pour des raisons financières. « Que leur as-tu dit ?» ai-je demandé. Je leur ai rappelé que je défendais leurs intérêts financiers, et non leur relation familiale. J'ai peut-être même mentionné que la plupart des mères n'ont pas besoin de poursuivre leurs enfants en justice pour recouvrer des dettes légitimes. L'accord comprenait également une disposition qui me satisfaisait particulièrement, si Wade et Romy ne payaient pas leurs factures, l'entreprise pourrait légalement saisir leur salaire et grever de gages tout bien qu'ils achèteraient. C'était un filet de sécurité qui me garantissait de recevoir ce qui m'était dû, quelle que soit leur décision financière future. Il y a encore une chose, dit James en sortant une enveloppe séparée. Ceci est arrivé pour toi hier. L'enveloppe portait l'adresse de la main familière de WDE. À l'intérieur se trouvait une brève note sur papier libre. Maman, je sais que tu ne me pardonneras probablement pas de t'avoir contredit là-dessus, mais je voulais que tu saches que je comprends enfin ce que papa faisait. Il m'a fallu presque tout perdre pour réaliser à quel point je tenais pour acquis. Romy et moi suivons une thérapie de couple, et j'ai 2 emplois pour honorer mes échéances. J'espère qu'un jour tu accepteras de me reparler. Je suis désolé pour tout. Pataugé. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai mise de côté. Les excuses étaient sincères, je le voyais bien, mais elles étaient aussi 6 mois trop tard et motivées par les conséquences plutôt que par la conscience. Auriez-vous une réponse à me donner ? Demanda James. Non. Si Wade veut reconstruire une relation avec moi, il peut le faire de la même manière qu'il remboursera sa dette, progressivement, régulièrement et au fil du temps. Après le départ de James, j'ai pris mon café sur la terrasse et relu la lettre de Wade. Le chagrin était toujours là, pas seulement pour Noël, mais pour le fils que je croyais avoir élevé et pour les liens familiaux que je croyais authentiques. Mais sous cette tristesse se cachait quelque chose de plus fort, une profonde satisfaction d'avoir su me défendre au moment le plus important. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées.
L'afficheur affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose me semblait familier. Bonjour, Madame Henderson? Ici Linda Morrison, la fille de Margaret. Je me suis souvenu de Linda, une infirmière qui travaillait à l'hôpital régional. Bien sûr que non, ma chère. Comment puis-je vous aider? En fait, c'est justement la façon dont vous pourriez nous aider. Maman m'a parlé de votre situation, de la façon dont vous avez dû reconstruire votre vie après, disons, des difficultés familiales. Je crée un groupe de soutien pour les femmes victimes de manipulations financières de la part de membres de leur famille, et je me demandais si vous accepteriez de partager votre expérience. La demande m'a pris au dépourvu. Je ne sais pas quoi dire. Vous seriez surprise de voir combien de femmes se retrouvent dans des situations similaires, des enfants adultes qui se croient en droit de s'approprier les biens de leurs parents, des conjoints qui cachent des informations financières, des membres de la famille qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Votre histoire pourrait aider d'autres femmes à comprendre leurs droits et à trouver le courage de se protéger. J'y ai réfléchi un instant, en regardant un pélican plonger pour attraper un poisson dans la baie en contrebas. Il y a 6 mois, j'étais une veuve endeuillée, sans abri aux mains de mon propre fils. Aujourd'hui, j'étais financièrement indépendante, je vivais exactement où je le souhaitais, sans aucun compte à rendre à personne d'autre qu'à moi-même. Quand voulez-vous que je parle, ai-je demandé. Vraiment? Tu vas le faire, répondit-elle. Je pense que oui, ai-je dit, mais pas de vengeance ni de bataille juridique. Je veux parler de la différence entre être un membre aimant de la famille et être un paillasson, de l'importance de comprendre sa propre situation financière, du cadeau que Noël m'a fait en protégeant mon avenir, même de notre propre fils. Nous avons programmé la conférence pour le mois suivant. Après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'aider d'autres femmes à traverser des situations similaires était un objectif, une façon de respecter à la fois la protection de Noël et mon indépendance durement acquise. Ce soir-là, j'ai fait ce que je faisais tous les soirs depuis mon emménagement au chalet. Je me suis assis sur ma terrasse avec un verre de vin et j'ai regardé le coucher de soleil, prenant le temps d'apprécier le simple fait que cette vue, cette paix, cette liberté m'appartenaient entièrement. Personne ne pouvait me les enlever. Personne ne pouvait me faire sortir de ma vie. Personne ne pouvait me décider à être jetable. Le chalet était silencieux, à l'exception du rythme de l'océan et du chant lointain des oiseaux de mer qui s'installaient pour la nuit. Demain, je m'occuperai de mon jardin, et j'irai peut-être en ville déjeuner au petit bistrot où le propriétaire me réservait toujours une table près de la fenêtre des plaisirs simples qui m'appartenaient entièrement. La dette de WDE finirait par être remboursée, qu'il la gère de manière responsable ou que l'entreprise doive saisir son salaire. L'accord juridique garantissait que justice serait rendue, quels que soient ses choix. Mais la véritable victoire n'était pas financière. C'était la certitude d'avoir trouvé la force d'exiger le respect que je méritais alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient. J'ai levé mon verre pour un toast silencieux à Noël, où qu'il soit. Il m'avait suffisamment aimé pour veiller à ce que je ne sois jamais impuissante, à ce que je ne dépende jamais de la pitié de ceux qui me considéraient comme un être remplaçable. Et il m'avait suffisamment aimé pour veiller à ce que, le jour de l'épreuve, j'ai tout ce qu'il faut pour la réussir. L'océan poursuivait son éternelle conversation avec le rivage, et j'étais assis chez moi, sur ma terrasse, vivant ma vie, comprenant enfin ce que signifiait vraiment la liberté. Cela signifiait ne plus jamais avoir à quémander une place à une table qui aurait dû m'appartenir de droit. Cela signifiait la paix. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous feriez à ma place, vous qui écoutez mon histoire. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. Et pendant ce temps, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne, et elles vont certainement surprendre.